Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'infection à VIH. Le VIH ou virus de l'immunodéficience fait partie de la famille des rétrovirus à grande variabilité génomique. Il y en a deux types, le VIH de type 1 qui est le plus répandu et le VIH de type 2 qui est essentiellement en Afrique de l'Ouest. Parlons un peu du cycle de réplication du VIH. La première étape, c'est la reconnaissance spécifique de la protéine d'enveloppe virale GP120 par les récepteurs primaires CD4 de la cellule hôte, entraînant une modification conformationnelle de la protéine GP120 capable alors de se fixer au co-récepteur membranaire CXR4 ou CXCR5, puis l'absorption et la pénétration du virus dans la cellule cible. La deuxième étape va être la rétrotranscription de l'ARN viral en ADN bicaténaire grâce à la transcriptase inverse virale, qui est responsable d'erreurs fréquentes à l'origine de la variabilité génétique du VIH, puis l'intégration au sein du génome de la cellule cible grâce à l'intégrase virale. Les étapes suivantes vont être la production de nouvelles particules virales avec succession de transcription de l'ADN proviral en ARN messager viral, la traduction des ARN messagers en protéines virales, le clivage puis l'assemblage des protéines virales après intervention de la protéase virale et la formation de nouvelles particules virales libérées dans les secteurs extracellulaires et pouvant infecter de nouvelles cellules. La cellule cible meurt. La réplication du virus est intense et qui peut atteindre jusqu'à environ 1 à 10 milliards de virions chaque jour par une personne infectée non traitée. Parlons un peu de la physiopathologie de l'infection à VIH. L'infection à VIH est une infection virale chronique évoluant sur plusieurs années. Les cellules cibles du VIH sont les cellules porteuses des récepteurs membranaires CD4 nécessaires à l'entrée du virus qui sont notamment les lymphocytes TCD4, les monocytes et les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules de Langerhans, les cellules de la microglie cérébrale. Dès la contamination ou primo-infection, il y a réplication active du virus avec division dans l'organisme. Il y a donc induction d'une réponse immunitaire spécifique immorale qui va entraîner dans un premier temps une réduction et un contrôle de la production virale. Dans un second temps, la destruction progressive du système immunitaire, soit directement par l'infection des lymphocytes TCD4, dont le nombre va diminuer progressivement, et indirectement du fait d'une activation immunitaire contribuant à la perte des lymphocytes TCD4 et responsable d'une inflammation délétère pour l'organisme. Il va y avoir comme conséquence le syndrome d'immunodéficience acquise qui est encore appelé le SIDA, la phase finale de l'infection. Donc, qui se définit par la survenue d'infections opportunistes liées à une immunosuppression cellulaire avancée en général lorsque le taux de lymphocytes CD4 est inférieur à 200 par millimètre cube. La médiane d'évolution entre primo-infection et sida est de 10 ans, mais il existe une grande variabilité interindividuelle entre les patients dits progresseurs rapides et les patients non progresseurs. Il faut tout savoir qu'on ne guérit pas de l'infection à VIH à l'heure actuelle. Parlons un peu de l'histoire naturelle de l'infection en VIH. L'évolution naturelle ou spontanée en l'absence de traitement de l'infection à VIH peut être divisée en 3 phases. Nous avons d'abord la phase aiguë ou la primo-infection. Nous avons la phase chronique qui est asymptomatique et la phase finale qui est symptomatique. Durant ces 3 phases, le VIH se réplique activement, entraînant progressivement une diminution du nombre de lymphocytes TCD4 jusqu'à atteindre le seuil critique d'immunodépression qui est inférieur à 200 cellules par millimètre cube. La primo-infection, dont les symptômes vont commencer 10 à 15 jours après la contamination. Un peu plus de la moitié des sujets présentant un tableau souvent fébrile, polymorphe, appelé primo-infection. La durée médiane est de 2 semaines et à la phase de réplication virale intense, la grande variabilité de la présentation clinique. Les diagnostics différentiels sont
les autres causes de fièvre aiguë et de syndrome mononucléosique. La phase chronique, encore appelée la phase asymptomatique, peut durer plusieurs années. En ce moment, il y a risque de contamination des partenaires car la réplication virale est active. Les signes cliniques éventuels mineurs sont des manifestations tétano-muqueuses à type de dermite séborique, de folliculite, les zonas, les verrues, les condylomes, les candidoses buccales ou génitales récidivantes, les leucoplasies chevelues de la langue, les manifestations générales à type d'altération de l'état général, des diarrhées chroniques, des signes biologiques inconstants. La phase finale du sida est définie par l'ensemble des pathologies opportunistes majeures qui sont liées à l'immunodépression induite par le VIH. Ces pathologies sont d'autant plus fréquentes que le taux des lymphocytes CD4 est inférieur à 200 par mm3. Dans tous les cas, la restauration immunitaire passant par un traitement antirétroviral efficace est fondamentale pour le contrôle de ces maladies. Un patient qui a eu une infection opportuniste classant sida et restera définitivement au stade sida, même si le taux de lymphocytes CD4 remonte sous le traitement antirétroviral efficace. Cela traduit le fait qu'en début d'une augmentation du nombre de lymphocytes de CD4, les fonctions immunitaires de ces cellules sont définitivement altérées. Maintenant, parlons des modes de transmission du VIH. 3 liquides biologiques peuvent contenir de grandes quantités de virus, le sang, les spermes et les sécrétions vaginales. Les 3 modes de contamination sont la transmission sexuelle, la transmission par le sang et ses dérivés et la transmission mère-enfant. Comment diagnostiquer l'infection en VIH? Le polymorphisme clinique des manifestations et leurs absences de spécificité dans la plupart des cas doivent conduire à la recherche très largement une infection VIH. Ce diagnostic repose principalement sur la mise en évidence des anticorps anti-VIH. 3 types de marqueurs virologiques plasmatiques peuvent être utilisés. Ils détectent dès 10 premiers jours après la contamination. La quantification de l'ARN du VIH plasmatique est appelée encore charge virale. L'antigène P24 du VIH, détectable à environ 15 jours après la contamination, au moment de la primo-infection, persistant 1 à 2 semaines avant de se négativer. Les anticorps anti-VIH qui sont détectables en moyenne 20 jours après la contamination. Nous avons aussi les tests de dépistage par méthode immunoenzymatique de type ELISA qui sont des tests de référence et les tests rapides qui mettent en évidence les anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 à partir du sang capillaire avec une réponse en quelques minutes. Ils sont moins sensibles que les tests ELISA au cours de la primo-infection. Ils constituent un recours pour les situations d'urgence comme les accidents d'exposition au sang et sexuel et pour promouvoir de nouvelles stratégies de dépistage. Nous avons ensuite des tests de confirmation qui est le Western blot par une réaction immunoenzymatique de présence d'anticorps dirigés contre différentes protéines du VIH. Ces différents anticorps apparaissent progressivement. Ainsi, au début de l'infection par le VIH, tous les anticorps ne sont pas synthétisés. Le Western blot est dit incomplet. Pour le traitement de l'infection à VIH, nous avons des mesures de prévention, le traitement des maladies opportunistes et enfin le traitement antirétroviral. En première intention, on va privilégier une trithérapie simple en une prise par jour comportant 2 inhibiteurs nucléositiques de la transcriptase inverse associés soit à un inhibiteur non nucléositique de la transcriptase inverse, soit un inhibiteur de la protéase, soit un inhibiteur de l'intégrase. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo.